BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Ils sont là pour entamer cette saison, le Cercle des économistes, le rendez-vous tous les lundis avec nos deux invités ce soir. J'accueille Anton Brender, chef économiste de Candriam. Bonsoir Anton. Bonsoir. Et bienvenue Philippe Trainard. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Économiste du groupe Score. Bienvenue et bonne année à tous les deux, bien évidemment. Une année qui commence donc avec cette série de rencontres. Aujourd'hui, Manuel Valls qui a reçu tous les partenaires sociaux. Il confirme, on vient de parler d'information et d'apprentissage avec François Hollande dans une semaine. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est, ou pas, peut-être un rendez-vous manqué, un de plus? Ou peut-être pas finalement. Anton Brender, comment est-ce que vous regardez ça? Bon, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Donc à moins qu'on ait un choc, mais enfin apparemment, il se confirme ce qu'il se dit depuis quelques jours quand même, fondamentalement. C'est-à-dire formation, apprentissage et prime à l'emploi pour le coup. Mais quelles vont être les décisions qui vont finalement être prises? Moi j'avoue je ne suis pas encore convaincu de ce qui va être fait. Mais moi ce qui m'a frappé quand même, c'est que c'est encore une fois une réaction à chaud. Ça rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé au moment du CICE. On réunit plein de gens, on décide de prendre des mesures spectaculaires. On annonce 500 000 formations professionnelles sur l'année. Est-ce qu'on est équipé pour le faire? Tout ça. Personnellement, j'ai du mal à penser qu'on va résoudre les problèmes de l'emploi en France essentiellement en réagissant à chaud aux problèmes. On est le seul pays de la zone euro où le chômage n'a pas arrêté de monter pratiquement depuis la crise et je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte comme ça. Philippe? Je crois que je partage l'analyse d'Anton et pour moi, très bien, la formation professionnelle, nous sommes tous pour. Le problème, c'est quoi l'instrument formation professionnelle? Et mon sentiment de dire, j'accrois de 500 000 au total le nombre de chômeurs qui vont être formés et je ne réforme pas les institutions de la formation professionnelle, je pense que c'est un échec parce qu'on fait du quantitatif alors que tout le monde sait que le vrai problème de la formation professionnelle, c'est d'abord le qualitatif, c'est la formation professionnelle qui ne marche pas. Et je pense que si on ne s'attaque pas en premier à l'instrument formation professionnelle, je crains malheureusement que le résultat, c'est-à-dire qu'on fait passer des gens par la formation professionnelle et après, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose, ne se reproduise à l'avenir. Ce sont des personnes qu'on n'embauche pas dans la foulée parce que si on ne va pas les embaucher ou très rapidement elles vont retrouver des problèmes parce que ce qu'on leur a enseigné, la formation qu'on leur a donnée n'est pas exactement la formation qu'il faut, c'est pas la formation efficace et qu'on n'a pas justement soumis ces institutions un petit peu au stress test de la qualité. Et justement pour vous, Philippe Trainard, il faudrait faire quoi? Pour moi, je pense qu'il faut d'abord s'attaquer à l'AFPA, il faut d'abord s'attaquer, c'est quoi les conditions d'une bonne formation professionnelle, et je crois qu'il faut les mettre dans un univers qui à la fois soit plus concurrentiel et surtout qui ait beaucoup plus d'exigences. Messieurs, vous avez formé, où sont les personnes que vous avez formées un an après et 5 ans après? C'est ça le vrai critère et c'est à partir de là que je commencerai à mettre de l'argent dans ces institutions. Et ça, vous pensez qu'à force, l'exécutif n'a pas pris tout cela en compte et que finalement c'est un coup dans l'eau encore une fois? J'espère aussi, la peur qu'on a, c'est pour ça que je dis les réactions à chaud comme ça, on veut absolument améliorer les choses. C'est quelque chose qui me rappelle moi terriblement par exemple ce qui s'était passé quand on a annoncé qu'on allait créer 60 000 postes d'enseignants. Oui. Sauf que l'économie, en particulier le monde enseignant, il n'est pas aussi malléable que ça. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas les trouver, ces enseignants, parce qu'il faut les former. Tout ce qui est efficace, malheureusement, prend du temps à être mis en place ou à être réformé. Et si on ne se donne pas le temps de réformer les choses, je suis malheureusement complètement d'accord avec ce qu'a dit, c'est pas une coalition, c'est juste un constat, on va mettre de l'argent dans un système qui n'est pas préparé à l'utiliser efficacement. Je vous pose la question, donc tout à l'heure, je vous posais la question de savoir si pour vous on allait rater le coche sur ce grand rendez-vous, sur ces mesures qui avaient été annoncées et promises au lendemain du second tour des régionales, faut-il le rappeler quand même, parce que vous avez l'impression qu'on rate le coche. On a reparlé hier par le biais d'organisation patronale du contrat de travail. Alors vous avez vu qu'on ne parle plus de contrat unique, on parle de contrat agile désormais. Alors ça aussi c'est un mot très communication, l'entreprise agile, le contrat agile, tout devient agile par les... Pour que ça soit vendable aux yeux de la majorité, ça Anton. Non mais j'ai bien compris, mais on a quand même l'impression que on est en plein dans un monde de communication. Malheureusement, on joue avec quelque chose qui est extrêmement sérieux, c'est l'emploi, c'est la vie de beaucoup de gens, et j'ai toujours un peu peur que s'il y a vraiment une collision, vous voyez, entre ce monde de la communication et puis le monde réel, dans lequel beaucoup de gens, malheureusement, ont du mal à s'y retrouver.
Mon sentiment, ne nous cachons pas derrière les mots, agile, flexible, enfin peu importe le mot que vous devez lui donner, si on devait être technique pour aborder les sujets techniques, oui, il faut plus de flexibilité. Écoutez, une dernière étude de la Banque des règlements... L'idée derrière agile, c'est l'idée de plus de flexibilité. Voilà. Une dernière étude de la Banque des règlements internationaux montre que les coûts de la crise sont liés à un problème d'allocation du travail et du fait que, dans un premier temps, quand se constitue une bulle, vous allouez le travail au mauvais endroit, pas là où il va y avoir des gains de productivité, et c'est pour ça qu'après, la bulle se dégonfle. Et ensuite, dans l'après-crise, eh bien, si vous êtes très agile, vous réallouez votre travail rapidement et vous sortez de la crise. Si vous n'êtes pas agile, eh bien, vous laissez le travail dans ces secteurs qui sont sans avenir. Et c'est là le vrai problème. Et c'est pourquoi il faut plus de flexibilité sur le contrat du travail. Alors, qu'il y ait des protections, mais il faut de la flexibilité. Alors, face à cela, les syndicats ne changent pas de braquet. Les syndicats sont sortis de leur réunion avec Manuel Valls ce matin en disant on ne touche pas au contrat de travail. Oui, je comprends bien ce que veulent dire les syndicats, mais le problème de la protection... C'est plus à 18 mois d'une présidentielle qu'on va changer des choses. Non, mais la protection du travail, il faut savoir si vous voulez l'assurer de façon statique, comme elle est proposée par les syndicats, ou de façon dynamique, c'est-à-dire en la rassurant des salaires qui vont augmenter et des capacités à trouver un emploi dans le futur. Et je crois que c'est ça qui est important si vous voulez préserver l'emploi. Alors, le vrai problème, c'est que les recettes qu'on a utilisées dans le passé n'ont pas marché. Je crois qu'il faut quand même qu'in fine, on le reconnaisse. Sinon, on ne pourra jamais changer. Et non seulement ça, on va avoir le problème qui est celui de la France aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez tous les moteurs qui sont allumés, vous avez une baisse de l'euro, vous avez une baisse du prix du pétrole, vous avez des coûts de financement historiquement bas. Et le truc ne démarre pas. Et malgré tout, ça ne démarre pas. Alors on verra bien sûr ce que nous dira François Hollande dans une semaine pile, ça sera le 18 janvier pour le coup. Mais si on a parlé de la France, on va parler un petit peu de la Chine, parce que c'est l'autre sujet que vous vouliez aborder ce soir, cette Chine qui inquiète les marchés. 2 baisses de 7% la semaine dernière pour la première semaine de l'année, mais on ne peut pas descendre à plus de 7%, vous savez qu'il y a des amortisseurs désormais. Et puis encore 5,3% de baisse ce matin, toujours sur des indicateurs macroéconomiques qui inquiètent les marchés. Est-ce que la situation en Chine est aussi préoccupante que les marchés semblent le considérer aujourd'hui, Anton? Moi, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Non, je pense que le marché chinois, il vit ça. Oui. Il faut rappeler aussi que c'est une bourse extrêmement jeune. Oui. La bourse chinoise, la bourse de Shanghai en particulier. Les autorités chinoises n'ont pas l'habitude, c'est le moins qu'on puisse dire, de parler au marché. Et ceux qui investissent sur le marché chinois, le marché boursier, on parle du marché boursier pour l'instant, c'est pas exactement le même type d'investisseur que ce qu'on a. C'est beaucoup plus du client de détail qui joue à la bourse littéralement que des investisseurs institutionnels. Un marché qui prend 150% sur un an l'année dernière, il faut rappeler quand même. Ça vous dit bien aussi que c'est un marché tout à fait particulier, parce qu'un truc qui prend 150%, ça peut perdre 25% n'importe quand. Il n'y a rien qui normalement puisse justifier des hausses de 150%. Et quand ça l'a fait une fois, on comprend que ça puisse baisser beaucoup. Donc, du côté de la bourse, je pense qu'il y a une exagération des problèmes de l'économie chinoise. Mais il y a des vrais problèmes dans l'économie chinoise. Mais la bourse, c'est pas le meilleur endroit pour les percevoir. Et puis, d'autre part, il y a le marché des changes. Et là aussi, il s'est passé des choses qui me semblent être liées à l'inexpérience des autorités chinoises. Quand on voit ce qui s'est passé au début du mois, où on a constaté que, tiens, ils ne respectaient pas exactement la règle qu'ils avaient dit pour fixer le cours du yuan le matin, et donc ça veut dire qu'ils veulent dévaluer, alors qu'en fait, les autorités avaient communiqué, mais de façon extrêmement maladroite, sur le fait qu'il ne fallait plus regarder simplement le cours par rapport au dollar, mais par rapport à un panier de devises sur lesquels ils sont indexés en décembre. Sur lesquels ils l'ont dit en décembre, mais dans une note qui est apparue sur le site de la Banque de Chine comme commentaire invité. C'est l'apprentissage. Commentaire invité. Alors que la Fed, juste pour illustrer ce point, quand elle va monter ses taux, pendant des mois, elle dit au marché, je vais le faire doucement, ça vous fera pas de mal, etc. Et donc on est complètement dans un monde où les autorités apprennent à parler au marché, que ce soit la bourse ou le marché d'échange, et ça va faire de la volatilité pendant pas mal de temps. Est-ce que c'est la Chine qui vous inquiète? Alors certains disent, attention, il faut regarder, évidemment la Chine est incontournable dans ce tableau, mais d'autres émergents s'apprêtent aussi à vivre encore une année difficile, la Russie, le Brésil, pour ne citer que cela, plus d'autres économies émergentes asiatiques. Philippe? Si vous me permettez, je ne serais pas aussi assuré que Anton
sur la Chine. Je pense que la Chine, nous avons un vrai problème et qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui se mettent au rouge. Oui. Le problème de la Chine, c'est qu'elle n'a pas connu de grande crise depuis que Deng Xiaoping a lancé sa nouvelle politique économique. Or, tous les pays émergents, à un moment donné, connaissent une crise de rattrapage. Souvenez-vous l'Asie de 97-98, oui. Souvenez-vous l'Espagne de 2005, et aujourd'hui la question se pose pour la Chine. Et je crois que le risque d'une récession aujourd'hui, de mon point de vue, en Chine, ne peut pas être une récession. Donc je ne parle plus simplement de savoir si la croissance va ralentir de 8-9% à 7%, ou 6,7% comme se pose la question le FMI ou la Banque mondiale, mais si ça ne va pas descendre beaucoup plus bas, voire dans des zones négatives. Donc il y a un vrai risque pour moi sur la Chine qui est sous-estimé. Il y a eu de mauvaises allocations du capital parce qu'un certain nombre d'incitations ne sont très mal dessinées en Chine. Les entreprises publiques ont absorbé, les banques ont absorbé de l'endettement, ce qui ne veut pas dire qu'elles l'aient corrigé. Et aujourd'hui se pose de plus en plus la question de savoir s'il n'y a pas eu une mauvaise allocation du travail et du capital, mais sur très vaste échelle. Quand même, historiquement, ce qu'on voit en Chine de locaux inoccupés, de bâtiments inoccupés, est absolument exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça depuis que je travaille le début des années 80, chose semblable dans le monde. Il nous reste une minute. Là, vous mettez un blanc dans la conversation. Si on va vers une récession en Chine, on a l'impression que de manière générale, les marchés n'arrivent pas à faire le deuil des années de croissance mondiale à 4, 5, 6% malheureusement, et qu'on est en train de se réveiller négatif que Philippe. Oui, Antoine, vous ne voyez pas la récession, Antoine? Moi, je ne vois pas la récession. Mais ce qui est vrai, c'est que la Chine ne va plus croître. Mais ça, on le sait depuis un moment. Mais ça, on le sait, oui. Elle va même pas croître au 6,5. Il y a maintenant des officiels. Sauf que les marchés n'ont pas l'air de vouloir en faire leur deuil de ça, Antoine. Les marchés, eux aussi, il leur faut du temps. Oui. Vous savez, on est juste au début de l'année. Tout le monde fait comme si le début et la fin de l'année, c'était pratiquement la même chose. La bourse a baissé en début d'année, et ça ne veut pas dire qu'elle va baisser pendant toute l'année. L'économie chinoise, elle est quand même portée à bout de bras avec un certain nombre de conséquences négatives sur l'allocation des ressources, comme le dit Philippe, mais elle est tenue à bout de bras. Les autorités chinoises, elles n'ont qu'un objectif, c'est d'éviter un ralentissement trop fort de cette économie. Elles gèrent les tensions qu'elles ont contribué à créer, elles essaient de les gérer dans le temps pour que ce soit supportable pour ce pays. Une récession, ce serait quelque chose d'extrêmement difficile à supporter par la Chine. Par la Chine d'abord. Ça serait une année volatile en bourse, Antoine? Oui. Enfin, en bourse, j'en sais rien, mais volatile en général, sûrement, parce qu'il y a des sources d'incertitude dans le monde entier. Vous en avez nommé plein. C'est vrai. Et vous en avez oublié encore beaucoup. On en a oublié encore beaucoup, mais on a toute l'année pour disserter. La géopolitique est une source elle-même de haute. Plus le pétrole qui est aux alentours des 32-33. Plus l'Europe, plus tout ce que vous voulez. Voilà, n'en jetez plus. Voilà pour l'inventaire. Le tableau est dressé pour le reste de l'année. Merci, messieurs, d'avoir été tous avec nous ce soir sur BFM Business. Philippe Trainard, chef économiste du groupe Score, et puis Antoine Brinder, chef économiste chez Candria. Merci à tous les deux, à très vite sur BFM Business. Pauline, on se retrouve nous demain, l'orage bien sûr, midi, 13h en direct sur BFM Business. Fabrice Ladi à suivre dans un instant pour les décodeurs de l'écho. Très bonne soirée. Bonsoir.